responsabilité sociétale de l'entreprise, bilan carbone, décarbonation à l'échelle de la grande distribution. Tout cela vous paraît un peu nébuleux ? Bienvenue dans notre mini-série dédiée à la RSE en grande distribution. À travers 5 épisodes, nous nous interrogeons sur la mesure de l'impact environnemental, sur l'intérêt et la façon d'intégrer la RSE à sa stratégie et tentons de nous projeter sur les perspectives de décarbonation de la grande distribution. Cette mini-série est menée en collaboration avec le cabinet de conseil O2M. Situé à Rennes, Angers et Bordeaux, le cabinet créé en 2008 regroupe des ingénieurs experts des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ils accompagnent les entreprises, parmi lesquelles des enseignes, dans leur transition, via notamment la réalisation de leur bilan carbone, l'analyse de cycle de vie de leurs produits et la mise en œuvre de leur démarche RSE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur o2mconseil.fr. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Jonathan. Alors avant d'évoquer dans cet épisode l'intérêt du local pour la grande distribution et en quoi il est plus vertueux sur le plan environnemental, peux-tu nous parler un petit peu de ton rôle chez O2M et en quoi consiste ton métier ? Pour le coup, moi donc j'ai rejoint O2M il y a bientôt 10 ans. À l'époque, pour travailler justement sur la question des produits en lien avec l'environnement. O2M historiquement travaillé sur les organisations, les activités. Et mon rôle a été de dupliquer tout ça en fait sur les produits parce que finalement une entreprise, elle vend avant tout des produits ou des services et donc c'était de comment on ramène tous ces enjeux environnementaux à l'échelle des produits. Ok. Et ton rôle aujourd'hui, en quoi ça consiste ? C'est quoi ta spécialité, si on peut dire ça comme ça ? Il reste sensiblement le même. Je travaille toujours sur la question de la performance environnementale des produits. C'est vraiment ça. Oui. Voilà. Avec un rôle désormais bien sûr plus de formation et de management des équipes ici à Rennes. Et avec du coup un enjeu peut-être plus porté autour du local, c'est ça aussi qui t'intéresse ? En tout cas, c'est une des stratégies qui peut être activée effectivement quand on se pose la question de comment améliorer la performance environnementale de nos systèmes alimentaires. Mais c'est pas la seule. Ok. Est-ce que tu peux nous donner, question pas forcément simple, je te l'accorde, ta définition du local ? Ouais, alors je sais pas s'il y a un consensus effectivement dans la définition. Franchement, il n'y a pas de définition officielle. Ouais. Chaque personne a sa propre définition, mais quelle est la tienne ? J'aime à dire qu'une ressource locale, c'est une ressource qui est produite à proximité du lieu où elle est consommée. Ouais, mais la proximité... En termes d'échelle de distance... C'est ça qui est difficile. Hein. En termes d'échelle de distance, je pense que en dessous de 300 km, on peut considérer déjà que ça peut être intéressant. On parle beaucoup des produits locaux. On voit que les enseignes, elles communiquent énormément sur ce sujet-là. Je connais même personnellement des patrons de magasins qui me disent aujourd'hui, je préfère faire du local que de faire du bio. Alors, on va pas rentrer dans le débat bio-local, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que le local aujourd'hui, c'est la solution, ou est-ce que c'est beaucoup plus vertueux pour la consommation de demain ? Ce que je disais, c'est une solution, mais qui peut rapidement être... Solution environnementale d'une part. Environnementale. Et solution aussi du pouvoir d'achat, on va en reparler, mais... Oui. Il y a effectivement le volet économique, social qui est pas neutre et qui doit être intégré dans un acte d'achat. Ouais. Et sur un plan environnemental, effectivement, c'est pas forcément la solution absolue. C'est-à-dire qu'on peut avoir des productions qui sont très intéressantes sur un plan environnemental dans le local, mais on peut aussi avoir des approches, des systèmes qui vont un peu dévoyer la vertu même du local, la raison même en fait d'être à la base du local. C'est-à-dire ? On pourrait prendre un exemple. Ouais. Déjà, si on parle juste des faits, de se dire l'impact de notre alimentation, c'est quoi ? Si on fait une photo en instant T, il y a une étude qui a été intéressante d'ailleurs en 2018, je dis pas de bêtises, qui a été faite notamment par le CIRED et Solagro, qui s'est intéressé à l'empreinte carbone et énergétique de notre alimentation française. On s'est aperçu quoi ? On s'est aperçu qu'avec ces travaux-là, il y avait quasiment 70% en fait de l'empreinte carbone de nos assiettes était portée par la production même de la ressource que l'on consommait, avant même finalement son transport. Le transport devait représenter quelque chose comme 15%, c'est-à-dire que le transport même de cette ressource représentait à peu près 15% de l'empreinte carbone de notre alimentation. Ça veut dire qu'en jouant sur le local, on va pouvoir jouer sur ces deux leviers, mais finalement la distance même d'approvisionnement et le type de transport utilisé va nous permettre en fait d'avoir un levier sur 15% maximum en fait de l'impact carbone de notre alimentation. C'est étonnant parce que sur les 2 premiers épisodes du podcast, vos collègues ont dit la même chose. La logistique, le transport finalement c'est très peu
dans le bilan carbone d'un secteur d'activité. C'est fou quand même. Du coup, on est vraiment focus produit. Comme. Voilà, c'est toujours important d'avoir une vision d'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire entre la production de la ressource jusque finalement à sa consommation, même jusqu'à la fin de vie même de l'emballage. Ouais. Mais c'est vrai que sur cette chaîne alimentaire, on va avoir un enjeu très fort porté sur la production même de la ressource agricole et également sa transformation. Ouais, alors, si on revient sur le produit en lui-même, s'il est là le sujet finalement, le transport c'est très faible, on l'a bien compris. Si on revient sur le produit en lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement? Alors, on parle surtout des producteurs et des industriels, j'imagine. Dans ce podcast, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour réduire l'empreinte carbone des produits? C'est ça la question. Ouais. Alors, il y a plein de stratégies. Si on reste sur le local, véritablement, en fait, la question du mode de production est extrêmement importante. C'est-à-dire que pour être certain que le local finalement ait du sens sur un plan environnemental, en fait, il faut déjà s'assurer que les conditions de production soient adaptées finalement à nos sols et à nos conditions de production en France. C'est-à-dire qu'on ait des ressources agricoles, des aliments qui soient adaptés à nos conditions qu'on appelle pédoclimatiques, pour être sûr que finalement, en termes de besoins énergétiques, en termes d'apport d'intrants sur les cultures, en termes de gestion des déchets aussi générés par nos agricoles et ainsi de suite, et bien finalement que c'est en adéquation avec ce que tout simplement nos sols sont capables de fournir et notre climat. On peut prendre un exemple. Un exemple qu'on connaît bien dans nos assiettes, la tomate. Ouais. La tomate, on la retrouve aujourd'hui sur les étals à toutes les saisons. On va avoir des productions et des consommations de tomates différées sur toute l'année, avec de l'importation importante à telle et telle période de l'année. Si on prend une tomate française, 2 saisons, même sous abri non chauffé, globalement, c'est ce qui va être le plus intéressant sur un plan environnemental. Sans rentrer dans la considération bioconventionnelle, mais déjà d'avoir un produit de saison qui va être consommé ou transformé de saison, c'est déjà très sensé. Par contre, la même consommation effectivement hors saison, c'est-à-dire à un moment où on consomme ce produit mais qui n'est pas adapté à ce que l'on peut faire en France, on va avoir besoin en fait à des approches alternatives du type avoir des infrastructures, des serres qui peuvent être chauffées ou non. Et selon la façon dont on va chauffer cette serre-là, effectivement, on peut avoir une tomate hors saison produite en France, sous abri chauffé, qui d'un point de vue purement environnemental, même ramenée dans nos assiettes en France, va avoir plus d'impact finalement que la même tomate qui va être produite de plein sol en Espagne par exemple, qui est une grosse région, l'un des pays les plus producteurs de tomates aujourd'hui à l'échelle européenne. Effectivement, on peut avoir ce paradoxe sur un plan environnemental de se dire finalement importer une ressource peut avoir effectivement moins d'impact carbone que la production même de cette ressource si elle n'est pas adaptée effectivement au moment où elle est consommée. Tu veux dire qu'en fonction finalement tu veux dire finalement, si je résume, que on produit pas en France par rapport à la demande, si je résume. Ça c'est certain. Ça c'est clair. On sait qu'en fait on devrait identifier peut-être les terres potentielles pour tel ou tel produit et de produire en conséquence en fonction de ce que les gens veulent vraiment. C'est ça le vrai sujet. Exactement. Et si on dit de toute façon on veut pouvoir consommer des tomates toute l'année, il peut arriver, selon les pratiques, qu'on se dise, finalement, nous, on l'avait regardé sur différents cas industriels, que, en fait, même si on met des camions sur la route pour aller chercher des tomates en Espagne, ça peut avoir plus de sens. Sur un plan environnemental encore, parce que sur un plan social et sociétal, c'est totalement différent, mais sur un plan environnemental, effectivement, ça peut être une vérité. Vérité qui est tributaire, encore une fois, d'aléas, parce que on parle là de tomates. Les tomates, comme toute ressource, c'est vivant par nature. Ce qui est vivant est aléatoire. Donc finalement, la vérité d'une année n'est pas nécessairement celle de la suivante. Et c'est ce qui rend aussi le sujet complexe. Ce qui finalement transporter des tomates en conteneur ou en avion ou en camion a un impact réel en fait, sur la façon d'où elle provient finalement. Oui, exactement. Alors, je sais pas comment elles viennent du coup les tomates d'Espagne, mais je pense que les tomates elles vont venir par la route. En tout cas d'Espagne, elles vont venir par la route effectivement. Okay. Ce que je dis là, c'est pas forcément. Qui viennent en conteneur, elles sont peut-être plus écologiques que des tomates qui viennent en camion. J'exagère, je caricature un peu. Alors, on peut effectivement ramener au kilomètre et à la tonne transportée, effectivement. Oui, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a quasiment, alors ça c'est toujours pareil, ça dépend du type de poids lourd, son taux de chargement et ainsi de suite, sa motorisation. Mais effectivement, en général, si on regarde les chiffres de l'ADEME, la tonne transportée sur 1 kilomètre par un porte-conteneur va être plus efficiente sur le plan du climat que cette même tonne transportée sur 1 kilomètre par un poids lourd, en fait, même chargé à plein.
Du coup, j'ai l'impression qu'on s'échappe un peu du local. Mais c'est quoi le sujet finalement? Est-ce qu'il faut consommer local? Mais oui, si oui, comment? Tu vois ce que je veux dire? On parle de tomates d'Espagne qui sont finalement pas si mauvaises que ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si je me place d'un point de vue acheteur de grande distribution, ouais. La condition de où est la question de où est produite effectivement ma ressource est extrêmement importante. Oui, parce bien que derrière, sûr. il y a plein d'histoires à raconter qui sont très intéressantes. Ouais. Mais elle n'est pas suffisante, cette question-là. Elle doit toujours être complétée de mais comment vous produisez? Est-ce que ce que vous me proposez là a été produit de plein champ? Est-ce qu'elle a été produite dans telle et telle condition? Si elle est produite hors sol ou sous serre, comment est-ce que cette serre a été chauffée? Est-ce que c'est de l'énergie renouvelable? Est-ce que c'est du gaz naturel? Et ainsi de suite. Effectivement, c'est... Malheureusement, la seule question de l'origine aujourd'hui ne garantit plus la question de l'environnement. C'est ça finalement la limite de la définition du local, c'est que c'est très compliqué finalement de le mettre en place. On parlait justement de l'offre, de l'importance de l'offre en grande distribution avec Olivier. Finalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est quelle énergie produit le produit en lui-même pour pouvoir savoir s'il est vertueux ou pas. C'est ça. Est-ce que ce que je vous achète est adapté à ce que vous êtes capable de produire? Okay. C'est vraiment une question et malheureusement, et c'est là aussi qu'il y a un besoin fort d'éducation et de montant compétent sur la partie acheteur côté grande distrib, c'est que là on parle du carbone qui est un sujet très médiatique avec une forte attente à la fois conso et à la fois État. Mais si on va sur des sujets tels que l'eau, l'exemple qu'on prenait tout à l'heure avec la tomate espagnole, qui peut arriver dans nos assiettes avec une empreinte carbone inférieure à celle de la même tomate produite localement sous serre chauffée. Par contre, sur l'eau, ce qu'on appelle l'empreinte eau, là, le bilan peut être totalement inversé. C'est-à-dire que la tomate espagnole, même si elle va consommer autant d'eau que la tomate française, une tomate, ça reste une tomate, elle a le même besoin en eau, étant donné que le stress hydrique en Espagne n'est pas le même qu'en France, on va arriver en fait à une conclusion totalement différente sur l'eau. Donc c'est-à-dire que l'environnement, en plus, le sujet environnemental est malheureusement plus complexe en fait que le sujet purement du climat. Et c'est ce qui fait que il y a un vrai besoin de monter en compétences et de connaissances sur ces sujets-là pour acheter en fait en toute connaissance de cause et consommer aussi en toute connaissance de cause. Alors je sais pas si vous êtes des spécialistes de la semence, mais je sais que les tomates ont des qualités organoleptiques très différentes les unes des autres. Ça fait aussi partie, on dit que le vivant est très difficile à contrôler, mais est-ce que le type de produit aussi peut pas aider demain à moins consommer d'eau, à être, vous parliez de stress hydrique, ou à consommer moins d'énergie justement pour... bien sûr. C'est difficile comme sujet. Enfin, tu connais le sujet ou... Un petit peu, oui, bien sûr. C'est des sujets qu'on a regardés à travers différentes applications industrielles. Il y a la question de la semence, bien sûr. Selon les typologies de semences, on va avoir derrière forcément des sujets qui vont être plus ou moins optimisés sur les besoins en eau et ainsi de suite, les besoins en traitement et ainsi de suite. On l'a également même sur des alternatives, des substitutions à telle et telle production. On avait regardé il y a pas longtemps, un produit qu'on consomme souvent, c'est le café. Café, encore aujourd'hui, intégralement importé, pas de production à ma connaissance en France. Non. Certains se sont posé la question, mais comment on pourrait substituer, en fait, remplacer, et même d'un point de vue gustatif, et ainsi de suite, le café. Et certains ont réussi. Il y a notamment des Bretons qui sont lancés dans l'orge torréfié, qu'on appelle en fait l'orge, qui est un produit, en fait, le même usage même consommation que le café, et qui, d'un point de vue purement environnemental, c'est quasiment 2 fois moins d'eau, c'est 5 fois moins d'intrants, et ainsi de suite. Et en fait, sur tous les enjeux environnementaux aujourd'hui, typiquement, genre de production, est nettement plus sensé, en fait, que l'import de café. Est-ce qu'on pourrait le produire à l'échelle française, ce type de choses? L'orge, on en a un paquet. Ouais, c'est vrai. On l'utilise beaucoup dans notre alimentation animale. On l'exporte. Alors, il y a beaucoup d'exportations, effectivement. Je pense que... Alors, je connais pas la consommation de café au niveau France. Ouais. Peut-être qu'il en faudrait quand même quelques hectares pour être autonome. C'est clair. Mais en tout cas, là, il y a effectivement d'alternatives, mais ça implique effectivement de se dire, est-ce que je suis prêt aussi à adapter ma consommation à ce qui existe localement. Et vous, concrètement, comment vous aidez les industriels, la grande distribution sur ces sujets-là? Vous le faites, ouais. La grande distribution, effectivement, on le fait. Se dire, quelle question doit être posée, en fait, finalement, à un fournisseur pour s'assurer, effectivement, que le fournisseur, apporte les bons messages et aussi que l'acheteur soit capable aussi d'avoir des informations factuelles, idéalement chiffrées, pour acheter en toute connaissance de cause. Mais
Au même titre qu'aujourd'hui, en fait, il va challenger un fournisseur sur ses contrats dates, sur ses prix, bien sûr, sur les conditions sanitaires de production et ainsi de suite, sur un certain nombre de certifications. Il doit être en mesure aussi de lui challenger, à lui poser un certain nombre de questions sur ce volet environnemental. Donc, on l'a fait il y a pas longtemps avec un gros distributeur de faire par exemple des fiches achats à l'ensemble de tous les acheteurs pour tout leur marché. Dire voilà par type de marché quelles questions en fait à poser pour être certain effectivement derrière de challenger sur les bons enjeux et les vrais enjeux des familles de produits en fait que vous achetez. Parce que ça challenge les fournisseurs, mais il faut pas les mettre de côté non plus. Parce que certains n'ont pas l'agilité pour se transformer rapidement. Enfin, comme disait aussi Olivier dans l'épisode 1, c'est que ça prend du temps à se mettre en place. Il y a aussi une forme d'inertie difficile à... Enfin, vous êtes agile, mais les autres sont pas forcément agiles. Comment justement embarquer tout le monde dans cette transformation? Est-ce qu'il y a une question d'acculturation forcément auprès de tout le monde, mais comment faire pour embarquer les choses plus vite? Je pense qu'un levier intéressant aussi, c'est de ne fermer la porte à personne et aussi de savoir quels sont les atouts et les intérêts de chacun. En tant qu'acheteur, en fait, finalement, ça va être le même raisonnement qu'en tant que consommateur. Certains vont être très sensibles au sujet environnemental, d'autres, par contre, vont être, par exemple, beaucoup plus sensibles au sujet environnemental. Et donc, c'est aussi que chacun puisse y trouver son compte. On sait qu'il y a des gens, effectivement, sur un plan environnemental, ils pourront pas rivaliser avec d'autres, mais par contre, eux, ils vont avoir des arguments à faire valoir, en fait, sur un plan purement sociétal. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'aussi que c'est important de faire remonter l'ensemble de ces informations-là, mais qu'on soit capable de les faire remonter. Donc, c'est de mettre tout le monde faire en sorte que tout le monde puisse communiquer aussi dans un langage commun. Et ça, je pense que ça permet aussi de dire, de faire l'effort, de dire, ok, moi je vous dis, je suis pas le meilleur là-dessus, mais par contre moi, le produit que je vous propose, en fait, voilà, en fait, ce qu'il apporte, ce qu'il présente comme intérêt pour vous en tant que grande distrib, qui doit répondre aussi à l'État et ainsi de suite. Au sens sociétal, économique. Voilà. Et je pense que chacun en fait a des arguments comme ça à faire valoir. Ouais, c'est vrai. Question complexe. Toi qui connais bien les produits, est-ce que tu peux nous parler de l'opposition entre le bio et le local? Il y a eu une grande tendance autour de l'offre bio. On voit que c'est un petit peu plus complexe aujourd'hui par rapport au pouvoir d'achat des Français. En revanche, le local est une tendance émergente au niveau de l'offre des magasins, sans non plus dépasser des sommes astronomiques en termes de part de chiffre d'affaires. Quelle est ta position, ton regard, toi, sur cette fausse opposition entre les deux, d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu penses de la tendance du bio actuellement et de la tendance du local actuellement? Effectivement, je me risquerais pas à opposer les deux, parce qu'en fait, les deux ne sont pas opposables, parce qu'on parle à la fois de pratique d'un côté et de l'origine de l'autre. Donc finalement, ce sont deux sujets assez différents, qui peuvent être complémentaires, parfois qui peuvent être en fait différents. Ouais. Je pense que demain, en fait, notre assiette, elle se composera, et elle se compose déjà, en fait, d'une diversité de produits, que ce soit bio, local et ainsi de suite, tout comme notre mix énergétique, demain, va être composé de nucléaire, de renouvelables et ainsi de suite. La solution unique, je pense que quiconque prétend, en fait, avoir la réponse absolue à tout est dans l'erreur. Et je pense que c'est pareil, en fait, dans notre alimentation, c'est que les deux doivent pas s'opposer, les deux sont complémentaires, ont des intérêts mutuels. Il y a l'éducation à avoir aussi, de dire, voilà, quand vous achetez du bio, quel intérêt ça représente sur un plan environnemental, sur un plan sanitaire. Voilà, quand vous achetez du local aussi, ce que ça représente sur un plan sociétal, social, en termes de rémunération et ainsi de suite. Mais je pense que mais chacun a ses arguments. Et tout ça doit intégrer demain et intégrera le portefeuille de produits des grandes distributions et le portefeuille de consommation en fait des consommateurs. Je prends un exemple tout bête, vraiment de novice. Est-ce qu'il vaut mieux faire des carottes locales plutôt que d'importer des oignons de Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce qui est plus vertueux entre les deux? Alors malheureusement, opposer des carottes et des oignons, je sais pas si on consomme. Dans ce cas-là, je reprends. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter des oignons de Roscoff ou importer des oignons de Nouvelle-Zélande? Si vous voulez rémunérer votre producteur local, je vous recommande les oignons de Roscoff. Si effectivement vous êtes plus sensible aux questions de production, il y a comme il y a encore des aberrations. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore des aberrations dans la consommation, c'est qu'on importe des produits qui viennent de l'autre bout du monde, alors que potentiellement on peut les produire chez nous. Alors j'ai même pas d'exemple à te donner, tu vois, mais il y a des. J'ai un exemple en tête. L'exemple, on a regardé il y a pas longtemps des haricots verts. Des haricots verts qui étaient produits à Madagascar, d'autres qui étaient produits en France. Donc on a rencontré des producteurs des deux origines. Ouais. On a regardé un peu quelle était leur pratique. Alors ça reste un échantillon, ça restait valable à un instant T, puisque forcément c'était l'année 2021, si je dis pas de bêtises. Et effectivement,
l'haricot vert à Madagascar, qui était transformé à Madagascar, qui était ensuite transporté jusque chez nous pour être consommé, et un haricot vert français qui était adapté à un produit. On a des maraîchers qui produisent de l'haricot vert et ainsi de suite. C'était sans appel, l'haricot vert français dans nos assiettes était plus intéressant. Parce qu'effectivement, c'était une ressource endémique, adaptée à nos sols et à nos territoires, et que là, l'année qu'on a regardé, effectivement, les pratiques des producteurs français et des producteurs malgaches étaient à l'avantage en fait des producteurs français. Est-ce que ce sera la vérité de demain? Je suis pas sûr, mais là, en l'occurrence, oui, c'était un cas. Ouais, c'est ça qui est complexe, c'est que ça peut varier d'un produit à l'autre et d'une saison à l'autre en fait. Parce qu'on est dans le monde du vivant. Autre sujet intéressant, quand on parle de local, c'est la relation, surtout à l'ère numérique, la relation entre les producteurs, les distributeurs. Comment mutualiser les efforts de chacun. Alors, en termes de données, en termes de produits, on pourrait très bien imaginer demain une sorte de marketplace des producteurs. J'ai pas l'impression que ça existe, même si on voit des startups qui émergent. Est-ce que ça peut être une bonne chose? Je pense que ça peut être une bonne chose pour aussi replacer en fait l'église un peu au centre du village. C'est-à-dire que historiquement, on avait un lien qui pouvait parfois se limiter à du label assez binaire. Est-ce que tu as ou pas le label? Oui, non. On voit que le label en fait commence à toucher un peu parfois une certaine limite, notamment pour distinguer après des pratiques vraiment entre deux produits qui peuvent être labellisés, de se dire voilà quel est celui qui est le plus intéressant sur diverses pratiques. Ouais. Donc en fait arriver avec un peu de chiffres permet aussi de déconstruire un certain nombre de croyances. On a un précepte chez O2M, c'est on essaie de ramener un peu de science dans un monde de croyances, parce qu'effectivement aujourd'hui beaucoup de gens sont soucieux du sujet environnemental. On entend beaucoup de choses à droite à gauche. Et c'est vrai que ramener du chiffre là-dedans, c'est pas toujours très simple parce que ça peut avoir tendance des fois un peu à bousculer, à déconstruire tout ce qu'on peut avoir entendu. Ouais. Et donc effectivement, la question du chiffre et donc indirectement de la donnée, elle est importante aussi pour pouvoir faire en sorte que demain tout le monde puisse encore communiquer ensemble. Cette question de la donnée, on la voit sur toutes les industries, notamment celles en fait qui sont très portées par le B2C. Donc c'est le cas dans le textile. Ils ont exactement les mêmes problèmes de traçabilité et de questions de quelles pratiques vous avez, d'où viennent vos matières, où elles transitent, comment elles sont transformées, quelle quantité d'eau en fait vous utilisez, et ainsi de suite. Et ça, effectivement, il y a un langage commun à trouver. Et aussi un système de rémunération à trouver. C'est-à-dire que cette donnée-là, elle a une vraie valeur financière aujourd'hui, une valeur intellectuelle, une valeur financière. La valeur financière, elle est malheureusement très peu rémunérée. C'est-à-dire que les producteurs vont générer un certain nombre de données qui, jusqu'au consommateur, va être finalement utilisé, manipulé et valorisé. Et ça ne remonte pas en fait finalement aux producteurs même. Et il y a tout en fait un système financier à trouver pour pouvoir en faire en sorte que ceux qui vont prendre le temps en fait de créer, de mesurer, de reporter ces données-là aussi soient rémunérés. Il y a un vrai système de rémunération à trouver sur lequel on a travaillé nous depuis plusieurs années pour justement faire en sorte que le producteur qui va passer du temps à collecter ces données, à analyser ses livres de compte et ainsi de suite, puisse en fait être rémunéré au juste prix pour l'ensemble des données qu'il va créer et derrière pour l'ensemble des outils qui vont venir en fait reporter toutes les stratégies sur les transformateurs et les distributeurs. Et il y a la question du coup de la traçabilité qui est en fait très peu mis en place finalement sur de la masse de produits en fruits et légumes notamment. Ça c'est un vrai sujet. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a des boîtes qui commencent à travailler dessus, mais la traçabilité est encore complexe à mettre en place. Ouais, surtout qu'on associe souvent la traçabilité à des systèmes d'audit. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être parfois une limite sur pour parler vraiment côté alimentaire. Ouais. À partir de données alimentées par un exploitant, ça va être finalement aller en termes de contrôle de cohérence, on va savoir dire ou pas si ce qui est renseigné est assez cohérent ou pas. Donc on n'est pas systématiquement obligé de passer par de l'audit pour garantir en fait une forme de traçabilité de vérité dans la donnée qu'on va renseigner. Écoute, très bien, merci Alexandre pour ces infos autour du local, hyper passionnant. Merci à toi. Avec grand plaisir, merci à toi également. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode, on se retrouve tout de suite pour le 4e.